Bonjour et bienvenue dans ce hors-série d'amis, le podcast où je torture Anaïs semaine après semaine. Salut, moi c'est Anaïs et je ne suis sans doute pas le diamant de cette saison, peut-être le caillou de cette saison. Et moi c'est Marie, et si vous connaissez une fratrie avec autant de beaux gosses que celle des Bridgerton, appelez-moi. C'est clair. Comme tous les étés, on vous propose un petit hors-série dans Amis. Après Twilight et 50 nuances degrés, moi je me disais que la meilleure chose à faire, c'était regarder Bridgerton. On descend d'un cran quand même en termes de je pense que Bridgerton, c'est meilleur que 50 nuances degrés. Hein. Pour l'instant, t'as vu que 3 épisodes, donc on en reparlera, mais n'exagérons rien quand même. Tu n'avais pas envie de voir cette série, très clairement. Je pense que ça va être très marrant. On a enregistré une intro un petit peu à l'arrache sur mon canapé avant de regarder les premiers épisodes. On va l'écouter, et comme ça, on pourra découvrir ce que tu savais de la série, ce que tu ne savais pas, et quelles étaient tes attentes et tes craintes. Surtout tes craintes. Anaïs. Oui, Marie. Que sais-tu sur Bridgerton ? Je sais que c'est une série en 2 saisons, plus une sorte de spin-off qui vient de sortir, que c'est une série en costume, assez cucu, mais genre modernisée sur plein d'éléments, où ils ont essayé de faire un peu un truc en costume walkie-walk, avec beaucoup de diversité dans le casting, ce qui avait été très salué au moment où c'est sorti, une esthétique très rose bonbon, un peu genre acidulée, tout ça. Et il y a un moment où, je sais pas, il y a un mec qui mansplain le cuni à une meuf ou un truc comme ça. Et le héros de la première saison s'appelle Roger, ce qui est déjà vraiment pas engageant. Voilà. Et l'histoire ? Bah c'est ça. Il n'y a pas d'histoire là. C'est des gens en costume qui couchent ensemble. C'est tout ce que je sais. Il doit y avoir une histoire de noblesse versus, il doit y avoir une souillon quelque part qui est intégrée à la cour ou un truc comme ça. Et tu sais pourquoi ça s'appelle les Bridgerton ? Non, c'est le nom de famille de... Ah oui, d'ailleurs, j'aurais pas dû te dire les Bridgerton, parce que du coup, ça trahit le truc. C'est une famille. Ouais. Est-ce que tu penses que tu vas aimer ? En tout cas, j'ai tout fait pour éviter cette série au moment où elle est sortie. Mais j'avoue que là, c'est l'été, j'ai envie de quelque chose de léger, de con, de très facilement absorbable et rejetable. Je pense que ça va être marrant de le regarder dans ces circonstances-là, mais je suis pas sûre. Je doute fortement que ça devienne une œuvre qui me marque à vie. J'en doute aussi. Mais j'espère que ça va au moins m'amuser. Toi, tu penses que ça va me plaire ? Non. Du tout ? En fait, là, j'ai revu du coup pour la première fois depuis sa diffusion initiale les épisodes de la première saison et je me suis dit que t'allais détester. Putain. Après, il peut y avoir des détestations qui sont très réjouissantes, donc j'espère que ça fera au moins partie de cette catégorie. Moi aussi, c'est mon espoir, donc ouais. on va voir. Mais je pense pas que toute la série te laisserait indifférente. Je pense que la saison 2, normalement, ça te plaiera un peu plus. Okay. Mais je pense que la saison 1 peut-être aussi. Enfin... Je sais aussi que les épisodes sont très longs, et ça me saoule. Je déteste les séries qui ont des épisodes de plus d'1 heure. C'est très catégorique dit comme ça, mais donc ça me saoule un peu. Voilà, et on va regarder les 3 premiers épisodes de Bridgerton. T'es prête ? Non. On a un peu bu. Un tout petit peu. Il va falloir boire beaucoup plus, je pense. Ouais, pour que ça passe. Allez, on y va. On a vu les 3 premiers épisodes de la première saison de Bridgerton, la chronique des Bridgerton en français. Malheureusement. Tu n'as pas été très sensible au charme de la série, je pense. On va l'entendre. Pas tout à fait. J'ai fait un petit florilège de tes meilleures réactions. Oh, vraiment, ça, en fait, c'est les trucs à costume. C'est genre, partout, c'est un peu comme ça, avec la petite musique, le petit violon. Il a bégayé parce qu'il est troublé. C'est nul. T'aimes bien, t'adores, c'est génial. Alors, pour l'instant, c'est nul, mais on verra par la suite. Tu t'amuses ou pas du tout ? Là, non, je m'amuse pas trop, mais... je déteste pas, mais c'est quand même un peu... naze. C'est en deçà de la qualité que j'exige d'une œuvre. Mais genre, à quel point on s'en bat, en fait, de ce dialogue, quoi. C'est un peu fait pour être regardé en faisant autre chose, quand même, non ? Ouais. C'est ouf. Genre, en tricotant, ça passerait crème. Ouais. Mais là, c'est un peu dur. Pif, paf, pouf. C'est censé être attirant, ça ? Je suis désolée de t'infliger ça, mais ça va être très drôle.
Bon, on l'a compris, tu n'es pas devenue une grande fan de Bridgerton. T'as pensé quoi de la série dans son ensemble, pour l'instant, de ces 3 premiers épisodes en tout cas? C'est la médiocrité faite série, quoi. Waouh! C'est pas affreusement merdique, mais c'est pas bien non plus. Très Je bien. pense que j'en suis là pour l'instant en termes d'appréciation. Je dois dire que c'était compliqué un peu pour moi aussi pendant ces 3 épisodes. D'ailleurs, tu l'as remarqué. Toi aussi, tu t'emmerdes. Mais oui, je m'emmerde. C'est lent. Mais alors du coup, pourquoi tu regardes cette série, Marie? Alors, j'ai regardé la première saison parce que j'avais une curiosité, parce que c'est un genre que j'aime bien, évidemment. Ça se passe, on en parlera, mais ça se passe sous la Régence, c'est anglais, il y a plein d'aspects qui me plaisent et qui m'attirent et c'est romantique. Honnêtement, la première saison ne m'a pas du tout conquise. Au contraire, j'avais fait une critique assez critique pour Slate à l'époque. Mais je l'avais quand même dévorée en 24 heures parce qu'il y a quelque chose d'addictif pour moi, même si c'est lent. Disons que j'ai regardé The Flash, 2 saisons de The Flash. Donc, disons que mes critères peuvent être très bas parfois pour regarder une série, même si j'ai la distance nécessaire pour voir que au niveau de l'intrigue, de l'écriture, il y a plein de choses qui pêchent. Mais si je me demande, si j'ai envie de voir 2 personnages finir ensemble, je vais continuer à regarder. T'es prête à tout. Je suis prête à tout. Et pour le coup, il y a quelque chose de très réconfortant dans ce genre de série ou d'œuvre qui reprend des tropes très très connus, où je sais exactement ce qui va se passer. Je peux prédire et écrire tous les rebondissements. Ça fait partie du défaut de la série, bien sûr, mais il y a quelque chose aussi où je débranche mon cerveau, quoi. Donc, je m'étais vraiment plongée dans la saison 1, un peu malgré moi, où j'étais c'est vraiment pas terrible, mais je continue à regarder, j'arrête pas de regarder, je ne sais pas pourquoi. Et la saison 2, par contre, on la verra, tu vas sûrement être déçu parce que je te hype beaucoup trop, mais pour moi, parce qu'il y a un lead masculin qui fonctionne beaucoup mieux, la saison 2, ça fait des étincelles. En tout cas, je l'ai vu 2 fois. de ce que j'ai vu pour l'instant, on peut pas faire vraiment beaucoup moins bien, donc ça ne laisse que de bonnes opportunités pour la suite. C'est une série quand même je vais la défendre en même temps. Je vais me retrouver dans une position où c'est vraiment pas ma série préférée. La saison 1, c'est pas ma saison préférée et j'ai plein de critiques aussi envers cette série. Mais je me retrouvais à la défendre beaucoup parce que t'es tellement négatif dessus et dire par exemple que c'est moins bien que 50 nuances degrés, pour moi c'est vraiment je suis pas du tout d'accord avec ça. Et je pense qu'elle a trouvé un public qui est quand même conséquent et il y a plein de gens qui adorent cette série et il y a une raison, c'est parce qu'il y a un côté bonbon, acidulé, hyper addictif. Donc je pense que ça pourrait être bien moins bien en vrai. Oui, et je pense aussi que, évidemment, je compare à 50 Shades alors que j'ai vu que 3 épisodes, mais dans 50 Shades, il y a une attirance physique que je ressens pour le casting, que je ressens pas du tout là pour celui-là. Donc il y a aussi ça qui joue en fait. C'est que pour moi, si j'ai un gros crush dans le casting, ça va m'aider à tolérer tous les pires rebondissements. Et il y a un côté plus plaisant. Enfin, disons que c'est une question de goût, quoi. Ça correspond plus au type de merde que j'aime bien regarder, on va dire. Ouais, après, oui. Après, je pense que c'est pour ça que moi, la saison 2 m'a beaucoup plus plu. C'est parce que Jonathan Bailey, très clairement, m'attire beaucoup, beaucoup plus que Roger Jean Page, que je trouve très, très beau. On va en reparler, mais pas charismatique. Et je trouve que c'est pas un bon acteur. Donc, forcément, là, il y a plein de gens qui vont s'étouffer en écoutant ça. Mais parce que je sais que ça a été un énorme attrait pour beaucoup de gens dans la première saison. Objectivement, c'est un homme magnifique. Objectivement aussi, il ne sait pas jouer la comédie. Oui, honnêtement, si vous vous étouffez maintenant, faut arrêter le podcast parce que on va le redire toutes les 5 minutes. Oui, c'est ça. En tout cas, tu as eu un talent de prédiction. Ou en tout cas, je sais pas si c'était de la prédiction ou t'as eu une suggestion pour le personnage par rapport à un problème qu'il avait. Et en fait, t'as compris ce qui allait se passer dans la série. Ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est vraiment le thème de la saison 1. Tu l'as compris, tu l'as saisi au bout de 2 épisodes. Ouais, ou alors tu trouves une meuf et tu fais la technique du retrait et tout va bien. Quoi. Meuf, tu crois pas si bien dire. C'est vrai. Ah, c'est ce qui va se passer entre eux? Ah putain. J'arrive pas à y croire. Du coup, c'est une série sur le retrait en fait, quoi. On précise pas le retrait de la réforme des retraites, mais le retrait sexuel. Oui, tout à fait. Bon, Anaïs, est-ce que tu peux résumer l'intrigue de ces 3 premiers épisodes en 30 secondes? Ça va être difficile parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses. Non, en vrai, il se passe rien.
Mais oui, bah, disons que c'est, comme on vient de le dire, une série sur la vie avant la contraception. Donc, on suit la famille Bridgerton, qui est composée d'environ 45 enfants. Je les confonds encore tous un petit peu, mais je suis sûre qu'il y a un moment où ils me paraîtront plus faciles à discerner. Et donc, parmi ces enfants, il y a une meuf qui s'appelle Daphné, qui doit se marier, parce que c'est très important. Bah, c'est l'objectif d'une vie pour une femme à cette époque. Exactement. Et elle décide de faire semblant d'être courtisée par un mec, vraiment le mec le plus inintéressant du royaume, qui s'appelle Simon. Qui est un duc. Qui est un duc, voilà. Non, mais c'est très important, Anaïs. Dans ce genre-là, être un duc, c'est très, très important. Ok, bah donc c'est un duc, c'est très important. On dirait mes résumés à moi, là. Vas-y, continue. Et ils décident tous les deux de faire semblant de se kiffer pour chacun un peu des raisons personnelles. Et lui, notamment, il veut pas avoir d'enfant. Et donc, il a décidé qu'il allait jamais se marier, alors que il suffirait de trouver un moyen très simple, qui est la technique du retrait, pour ne pas faire d'enfant. Même si, bon, c'est pas infaillible, hein, je préfère le dire ici, si vous nous écoutez, que vous êtes un peu jeune. Et voilà, je crois que c'est tout. C'est tout pour l'instant, ouais. Ouais, honnêtement, c'est un peu ça. Et puis, il y a une meuf qui est enceinte et c'est tragique, voilà, c'est ça. Est-ce que tu as des questions sur la série ? Alors, j'ai 2 questions. Déjà, pourquoi ils disent tout le temps « Mama » Mama. Ouais, on se croirait vraiment dans une chanson de Queen, en fait. C'est insupportable. Vous êtes des adultes. Dites « Mother », comme tout le monde. Oui, mais non, mais c'est comme les bourges français qui disent pas ma mère, mais qui disent maman. Je sais bien, mais c'est vraiment terrible, en fait. Ça rajoute une crispation énorme pour moi quand je regarde la série. Et aussi, une autre question de vocabulaire, mais visiblement, la plus grande insulte et le plus grand affront de cette série, c'est d'être un râteau. Non. C'est pas un affront, au contraire. C'est un cliché du genre de la romance. C'est pas un râteau, du coup, c'est a rake en anglais. Et ça veut Qui veut dire râteau en anglais. Oui, qui veut dire râteau, mais qui veut dire débauché. Et en fait, c'est un énorme cliché du genre de la romance et des romans à l'eau de rose, d'avoir des personnages masculins qui ont eu une vie de débauche avant de rencontrer l'héroïne, qui ne veulent surtout pas se marier, mais qui du coup sont très expérimentés sexuellement aussi, c'est ce qui est sous-entendu dans cette vie de débauche, et que l'héroïne va parvenir à réformer un peu malgré elle, quoi. Parce que pour son amour pour l'héroïne, il va se rendre compte que de toutes les femmes qu'il a jamais eues, c'était elle la meilleure, quoi. Elle va réussir à le changer. Exactement, le rêve de toute femme. Exactement. Face à un connard. Et donc, c'est vrai que le cliché du rake, il y a aussi le scoundrel. Ça, c'est des mots qu'on trouve beaucoup. C'est un énorme cliché du genre des livres à l'eau de rose en anglais, quoi. Voilà. Très bien. Donc, c'est pour ça que c'est un râteau, être un râteau. Et Simon est supposé être un rake. Et Anthony, le frère de Daphné, est aussi supposé être un rake. Ouais. Donc, voilà. On l'a compris, hein, je ne sais pas si c'est très clair, mais la série ne t'a pas conquise. Est-ce qu'il y a quand même des aspects qui trouvent grâce à tes yeux ? Il y a quelques personnages que je trouve très sympathiques, mais qui sont des personnages secondaires. Il y a la tante ou la marraine de Simon. Ah, Lady Danbury. Ouais, je l'aime bien, elle. Elle a l'air un peu coquine, quoi. Elle a toujours un peu un sourire en coin. Et on sent qu'elle est un peu au-dessus de la mêlée, quoi. Elle observe un petit peu avec malice tout ce qui se passe. C'est tout. Non, enfin, j'ai revu les épisodes d'un œil très distrait pour quand même me préparer à venir enregistrer cet épisode. Et je trouve qu'il y a quelques scènes qui sont quand même charmantes, des scènes de romance, justement, ou de rapprochement entre Simon et Daphné, qui sont pas trop ratées. Voilà. Okay. On va y revenir. On va commencer, avant de parler de l'intrigue, on va commencer par les personnages. Donc, tu l'as dit, l'héroïne principale, c'est Daphné, qui est la fille aînée du clan Bridgerton. Comment tu la décrirais, Daphné ? C'est une fille. Vraiment, je ne sais pas que dire de plus ou de moins. C'est une fille, elle a des traits, elle a un visage. Un corps, je suis même pas sûre. Et elle avance, elle marche dans la série, parfois elle parle. Voilà, c'est vraiment comme ça que je réussirais à la caractériser le mieux, je pense. Elle n'a pas de trait de caractère. Non, vraiment. C'est vrai qu'elle en a pas. Si, on comprend qu'elle est pas trop bête. En fait, c'est vraiment juste, c'est un ersatz de
plein de meufs de la pop culture qui sont déjà des ersatz de meufs, c'est-à-dire que elle est censée justement être très mignonne et assez remarquable, mais avec un côté girl next door malgré tout, j'ai l'impression. Ouais. Et être un petit peu plus intelligente ou avec une plus grande conscience de son statut de femme que plein de femmes autour d'elle. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle doit épouser un homme, mais elle n'en a pas non plus particulièrement envie ou c'est pas son rêve le plus fou, etc. Donc ça, c'est sur le papier comment elle doit être. Mais dans la réalité, c'est juste une personne qui est dans cette série et on a décidé que c'était elle la protagoniste pour une raison que j'ignore. Voilà. D'accord. Donc Daphné, on l'a dit, c'est la fille aînée du clan des Bridgerton. C'est une grande fratrie où tout le monde est très beau. C'est un peu ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont très beaux et en plus ils sont riches et ils sont cool parce que voilà, il y a un vicomte à la tête de ça. Et d'ailleurs, je pense que tu aurais préféré que l'intrigue se concentre sur un des frères de Daphné qui s'appelle Bénédicte. Tu as été très sensible à son charme, on va l'entendre. Lui, il est mignon. À droite, ouais, je trouve très mignon. Il est où, Bénédicte? C'est le seul mignon pour l'instant. Oh, Jonathan Bailey est trop mignon. Oui. Mais c'est vrai qu'il est much rouflaquette quand même. Hein. Juste, mettez-moi une histoire d'amour avec Bénédicte, moi je suis chaude. Hein. C'est qui lui? C'est Bénédicte, tu l'as reconnu. Ah, vas-y, il y en a un autre qui est mignon dans cette semaine. Merde. Moi, je veux qu'il ken Bénédicte. Hein. Ouah, c'est comme Jack dans Titanic. Il fait des mains. C'est Bénédicte, tu l'as reconnu? Oui, tu vas me dire à chaque fois qu'il est là. Bah, je sais pas, c'est le seul truc qui t'enthousiasme dans cette série. Alors, oui, m'enthousiasme, c'est un bien grand mot. Hein. C'est le seul truc qui ne suscite pas un ennui profond. Je confirme. Est-ce que tu as envie de décrire Bénédicte pour nos auditeurs et auditrices? Bon, c'est vrai que je ne l'ai pas reconnu au début parce que ils sont tous quand même... C'est un peu au début de Game of Thrones, quoi, où c'est vraiment que des bruns. Sauf que là, en plus, ils n'ont pas de barbe, donc tu ne peux pas distinguer les différents types de pilosité. Mais c'est un joli brun qui est tout à fait mon type. Et il a un côté un peu aussi en dehors des conventions, un petit peu. Voilà, on sent que c'est un artiste. Il aime bien dessiner des mains comme Jack dans Titanic. Il a l'air gentil. En même temps, il se tient toujours un peu de travers sur les canapés comme Timothée Chalamet dans Little Women. Ça, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, il est vraiment... Pareil, je ne saurais vraiment pas dire grand-chose sur lui. Mais l'acteur est, je pense, le plus mignon du casting avec Jonathan Bailey. Mais même, je crois que je préfère Bénédicte. Ceci dit, tu n'étais pas insensible au charme d'Anthony, qui est joué donc par Jonathan Bailey, qui est l'aîné de la fratrie Bridgerton, et donc qui est le vicomte. Oh, c'est un mec foutu comme ça que je veux. Ah bah, c'est un mec foutu comme ça que tout le monde veut, Anaïs. Mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bah non, c'est sûr. Miam. Quoi? Miam. Il est beau, hein? Bah, il est surtout un beau torse. Ah, il a un très beau torse. Voilà, c'est surtout ça, en fait, la différence avec Bénédicte, c'est que lui, il est tout le temps torse nu, donc on peut apprécier différents aspects de sa personnalité. Oui. Il y en a une autre dans la fratrie Bridgerton, c'est Héloïse. Je pense que tu aurais préféré que la série se concentre sur elle plutôt que Daphné, à mon avis. Ouais, même si je pense que celle qui joue Daphné, je dirais que c'est peut-être une des meilleures du casting en termes de performance. C'est Phoebe Dynevor, ouais. Elle est vraiment pas mal en termes de jeu, alors que j'aime beaucoup le personnage d'Héloïse et j'aime beaucoup la voix de l'actrice. Elle a un petit côté butch que je trouve très choupi, mais je trouve pas qu'elle joue très bien. Donc je pense que si c'était elle la lead, très vite, je m'ennuierais un peu. Mais oui, son personnage apporte un petit peu de fraîcheur et de spontanéité dans cette série que pour l'instant je trouve un petit peu lente et poussiéreuse. On peut enlever le un petit peu d'ailleurs. D'ailleurs, tu as tout de suite labellisé Héloïse. Oui, je m'excuse, mais mon lesbidar était en alerte. Bon, celle qui est assise, c'est la lesbienne du groupe. Non, mais elle, c'est sûr qu'elle est lesbienne, je suis désolée. Elle est trop stylée. Elle fume des clopes le soir sur sa balançoire. Elle veut faire des études. Elle veut surtout pas se marier avec un homme et elle ne veut pas faire d'enfants. Elle a une voix très grave. T'es en train de te décrire.
Sauf les clopes. Exactement. Ouais, c'est peut-être pour ça que je m'identifie un peu. Non, mais je l'aime bien. Et puis, je trouve qu'elle a un côté, même avec sa sœur, justement, où elle se chamaille un petit peu avec Daphné, mais elle a l'air très perturbée par le fait que Daphné ait cette mission mariage et elle essaye de la sauver à un moment où il y a un mec affreux qui veut draguer Daphné et elle essaye de s'interposer. Donc, juste, c'est un personnage qui est tout de suite très attachant, qui est écrit comme ça et oui, auquel on peut tout à fait s'identifier. Tu parlais de la scène où elle fume le soir. À un moment, il y a son frère, à 2 moments même, il y a son frère Bénédicte qui la rejoint pour fumer. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, tu shippais. Donc, tu avais envie qu'il se passe un truc entre Héloïse et Bénédicte. Je crois que c'est vraiment à cause de Ross et Monica. Ross et Monica m'ont perturbée dans Friends, mais je trouve qu'ils ont une alchimie. Enfin, en fait, tous les membres de cette fratrie n'ont pas du tout d'alchimie fraternelle dans les membres du casting. Et en plus, comme ils sont tous très beaux, t'as un peu envie qu'ils finissent ensemble, en fait. Ouh. C'est son frère. Ah merde, j'avais pas compris. Ah merde. C'est fou d'avoir des frères aussi sexy quand même. Non mais... Quoi? Je sais pas. Je trouve qu'il y a de l'alchimie entre les deux. Ouais. Oui, ça vous découpe entre frères et sœurs. Non, mais c'est un problème quand ces scènes-là entre frères et sœurs sont plus sexy que les scènes entre Daphné et Veste Rouge, là. Oui, parce que la scène où j'étais émoustillée, déjà, c'est vrai que j'avais pas encore compris qui faisait partie de cette famille Bridgerton ou pas, honnêtement. Donc, j'avais pas compris qu'ils étaient frères et sœurs. Et en plus, comme elle est en train de fumer, et il arrive comme ça, il la regarde un peu de travers, et elle lui dit « Vas-y, punis-moi ». Et j'étais là « Oh !» Mais en plus, non seulement il y a ça, mais il y a aussi le frère aîné, donc Anthony. Il veut tellement pas que Daphné se marie, et il a un côté tellement possessif avec elle qu'à un moment, j'étais là « Mec, il faut que tu regardes en face la réalité, c'est que t'es amoureux de ta sœur, tu vois. » Mais lui, il est amoureux de sa sœur ou quoi, là? Il peut pas la laisser tranquille. Tu en as parlé dans l'un des extraits, le mec à la veste rouge, c'est donc le duc, Simon Bassett, qui est le personnage masculin principal de l'histoire, qui revient en fait après des années d'absence parce qu'il vient d'hériter de son père et donc il vient de devenir duc, qui est le titre le plus haut placé de l'aristocratie avant prince. Donc c'est très important, les ducs. D'accord. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans le genre de la romance des livres à l'eau de rose, ils avaient noté qu'il y avait beaucoup trop de ducs par rapport à la réalité, parce que c'est des intérêts amoureux pour les héroïnes. Donc, le Duke of Hastings, il revient. Et comment tu le décrirais, toi ? Eh bien, je le décrirais comme un mélange entre Mr. Darcy, Christian Grey et un bol d'eau tiède. Et avec un sens du style encore moins bon que toutes ces choses-là. Je trouve ça insultant pour Mr. Darcy, en fait. Ouais, mais en même temps... Après, non, mais on sent l'affiliation, c'est sûr. Voilà, tu me diras si je me trompe ou pas, mais je pense que maintenant que je suis devenue une experte et que j'ai vu Orgueil et Préjugés 1 fois et demie, j'arrive à reconnaître un petit peu certains tropes et certaines inspirations. Et je me suis dit que son côté, en fait, asocial, où il arrive tout de suite et il dit « Oh, j'ai pas envie de me mélanger, tout le monde va me saouler pendant les soirées, les balles, tout ça », je me suis dit qu'il y avait forcément une envie de créer un émoustillement similaire à celui que crée Mr. Darcy. Sauf que là, ça marche pas du tout. Mais tu vois, je me suis dit qu'il l'avait forcément un petit peu en tête. J'en parlerai après, mais oui, je pense qu'il y a forcément... Enfin, ça fait partie des tropes les plus courants. Je pense qu'il y a aussi un peu de Rochester. Mais on en parlera après. C'est marrant parce que c'est vraiment... Tu parles à plein de gens qui vont te dire... J'ai même des collègues qui m'ont dit qu'ils avaient regardé la première saison juste parce qu'ils le trouvaient hyper beau, quoi. Et vraiment, ça n'a pas fait du tout cet effet sur toi. Non. C'est Roger ? Ouais. Il fait type un peu. Il fait type. Un peu. C'est vraiment pas la réaction qui est voulue, là. Mais pourquoi il a l'air tellement coincé et prétentieux à la fois, quoi. Il est un peu allé à la Twilight Constipation Acting School, quoi. C'est vraiment fou d'avoir si peu de charme, en fait. Je comprends un peu l'engouement qu'il y a eu après autour de lui parce qu'il est vraiment très très beau. Mais quand on parlait de lui pour devenir James Bond, j'étais là, mais vous êtes fou ou quoi ? Enfin, ce mec n'a pas du tout de charisme. Il n'est pas bon à l'écran, en fait. Il est très très beau. Oui, mais il y a des fours micro-ondes qui sont très beaux aussi, mais c'est pas pour ça que j'ai envie d'avoir une romance avec eux, tu vois.
Non, mais pour moi, c'est vraiment un mannequin de papier glacé. C'est-à-dire que tu le mets sur une photo pour un parfum. Ouais, ça te donne envie d'acheter le parfum. Mais quand tu le mets en action dans la série, ouais, j'y crois pas et j'ai pas trop envie d'y croire non plus. Il est objectivement très beau, mais il y a absolument rien qui se dégage de lui. C'est fou. Anaïs a l'air atterrée en face de moi. Et je le suis un petit peu. Et d'ailleurs, ça t'a un petit peu déprimée pendant le visionnage. En fait, ça me déprime parce que ça montre que, en fait, pour qu'un truc ait un succès grand public, le talent n'a visiblement aucune importance. Non mais c'est vrai, il joue pas bien ce mec. Enfin vraiment, il joue pas bien du tout. Il est juste joli mais il joue pas bien. Et tout le monde, littéralement tout le monde avait envie de le niquer quoi. Est-ce qu'il joue pas bien? On va passer aux personnages secondaires. On va pas tous les détailler. Tu as déjà parlé de Lady Danbury. Il y a aussi la reine. Mais il y a une famille qui est assez importante, c'est les Featheringtons, qui habitent en fait de l'autre côté de la rue des Bridgerton. Et on comprend que c'est un peu la version mauvais goût et nouveau riche des Bridgerton. Et qu'ils en font des caisses. Sauf que toi, tu as trouvé que la mère était trop stylée. Alors qu'elle est censée être vraiment l'impératrice du mauvais goût, quoi. Ouais, bah vraiment, j'adore toutes ces tenues. Non, mais t'as raison, ces robes sont vachement cool. Ouais, c'est ça. Enfin, il y a beaucoup de motifs et de textiles que je trouvais très plaisants. Et c'est vrai que les Bridgerton, c'est tellement la version vanilla, en fait, où ils sont tous habillés que en blanc et en bleu pastel. Déjà, pour une série qui me capte pas trop, bah, ça m'ennuie aussi visuellement. Alors que c'est vrai que cette famille Featherington, au moins, il y a de quoi se mettre, tu vois, quelque chose sous la dent en termes de visuel, quoi. Je suis désolée, mais elle s'habille trop bien, la méchante mère. C'est une camp icon. Et dans la même famille, il y a, je pense, un des personnages que tu as eu l'air de préférer, c'est Penelope, Pen, qui est la meilleure amie d'Héloïse et qui est jouée par Nicolas Coughlan, qui était dans Derry Girls aussi. Qu'est-ce que tu as pensé d'elle? Bah déjà, c'est une actrice qui crève l'écran, en fait, contrairement à beaucoup de membres de ce casting. Elle est très attachante. C'est le genre de cliché, pour le coup, de stéréotype que j'aime bien dans ce genre d'histoire. C'est-à-dire que on comprend qu'elle est considérée comme moins jolie que ses sœurs et que le reste des filles de la série. Elle est un petit peu ronde, elle est un petit peu timide. On sent qu'elle n'est pas forcément à l'aise, en fait, avec sa féminité, sa sexualité, tout ça. Mais on comprend aussi qu'elle est intelligente, qu'elle est gentille, et donc on a envie tout de suite qu'il lui arrive quelque chose de bien. Et bon, j'ai compris assez rapidement, tu me l'as confirmé, qu'elle allait avoir un petit développement romantique à un moment. Ouais. Petit. Non, mais c'est surtout, elle va l'avoir. Mais Ok. je peux pas te dire si c'est dans les 2 saisons que tu vas regarder, mais elle va l'avoir. D'accord, ok. Dans les livres, elle l'a. Ok. Mais oui, je l'aime beaucoup parce que bah, c'est un peu une outsider. Et donc, forcément, on s'attache beaucoup plus à ce genre de personnage, je pense, qu'à ceux qui ont déjà tout, qui sont riches, beaux, méga intelligents, en pleine confiance, comme Héloïse, par exemple, qui est très heureuse d'être un peu à la marge. Pénélope, c'est pas le cas, et donc bah, ça la rend tout de suite très attachante. Et puis, il y a un personnage fondamental qui s'appelle Lady Whistledown. Lady Whistledown, c'est la narratrice de la série, de l'histoire. Elle est interprétée, sa voix, par Julie Andrews. On va entendre ta définition de Julie Andrews. Julie Andrews. Tu sais qui c'est? Oui, c'est la dame qui chante. Mary Poppins, La balance du bonheur. C'est elle qui fait la voix off. Ah, d'accord. Ouais. Les collines sont en vie. Avec le bruit de la musique. Voilà. C'est ça, magnifique. Et Lady Whistledown, ben... C'est nul. Vraiment, ça, je suis désolée, c'est nul parce qu'en fait, c'est tellement... Déjà, bon, la narration, tout ça, en plus, c'est un truc qu'on trouve pas mal dans les séries qu'on connaît le mieux de Shonda Rhimes, notamment Grey's Anatomy. C'est un des plus gros clichés de la série télé, en fait, la narration constante comme ça. Mais alors là, en plus, comme c'est une personne dont on connaît pas la vraie identité et qui fait du ragot et qui fait que, en fait, révéler un petit peu les scandales sous-jacents de la société qu'on observe, etc., bah, en fait, c'est 100% Gossip Girl. XOXO, Lady Whistledown. C'est littéralement la même chose. Ouais, c'est vraiment ça. Putain, ils sont allés chercher pas très loin. Hein. Non. Même ça, là, le truc Gossip Girl, on s'en tape en fait. Enfin, c'est même pas witty enough, quoi.
Et donc, on l'a déjà vu. Donc forcément, Gossip Girl, c'était excitant parce qu'il y avait un côté très nouveau. Après, peut-être que c'est un truc qu'on retrouve dans la littérature de l'époque ou non, ce genre de personnage, et qu'en fait Gossip Girl c'était déjà une référence à autre chose. Non, pas du tout. Je vérifierai, mais je pense pas. non, mais après, t'avais des journaux et des feuilles qui étaient des feuilles de ragots et de potins, mais ça existait aussi en France, c'est-à-dire qu'on colportait des ragots et des histoires sur le roi ou la reine ou des choses comme ça. Oui, mais dans la fiction, tu vois, c'est... en tout cas, pas que je m'en souvienne de façon très forte, mais dans le livre de Julia Quinn, donc la chronique des Bridgerton, c'est adapté des livres de Julia Quinn, elle est dedans. Elle n'est pas dans tous, mais dans la chronique des Bridgerton, elle est dedans. Mais là, je viens de lire un de la chronique des Bridgerton où elle n'est pas dedans. Enfin, bon, bref. En fait, quand tu arrives plusieurs années après Jane the Virgin, qui a fait quelque chose avec la narration de vraiment très malin, qui s'inspirait de Jane Eyre. Oui. En fait, c'est la manière la plus plate de le faire, je trouve. Et ça, on va en parler après plus en détail, mais ça reflète aussi la qualité de l'écriture qui n'est pas très bonne. Est-ce que tu as des théories sur qui est Lady Whistledown ? Naturellement, on pense tout de suite que c'est Héloïse, parce qu'on sait en plus qu'elle a envie de s'éduquer, d'écrire, tout ça. Et Bénédicte lui pose la question, en lui disant « Est-ce que ce serait pas toi par hasard ?» Elle répond « Non, mais en même temps, si c'était moi, je ne te le dirais pas. » Donc je me demande si c'est une manière d'évacuer le truc dès le début pour qu'ensuite on se rende compte que oui, c'était véritablement elle. Je sais que ce que tu m'as dit, c'est que c'est un personnage qu'on connaît. Donc c'est pas Julie Andrews qui va se pointer à la fin, quoi. Ce serait hilarant si c'était... T'imagines si c'était Julie Andrews était figurante sur tu la vois derrière un arbre à chaque fois. Ouais, grave. Non, ce serait hilarant si c'était le duc de Hastings. Enfin, tu vois, un peu comme quand on a révélé que c'était Dan à la fin de Gossip Girl, où c'était totalement pourri comme révélation. Mais je sais pas. Il peut y avoir plusieurs surprises. Soit, justement, la surprise, c'est que c'est Héloïse et on nous a fait croire que c'était pas elle, mais en fait, c'est elle. Soit que c'est un homme. Ça pourrait être une autre surprise. Je verrais bien aussi peut-être Pénélope, parce que c'est justement l'outsider que personne ne soupçonne, mais qui en même temps a l'air observatrice et intelligente. Voilà, pour l'instant, je m'en tiens à ça. Très bien. Ce qui est intéressant dans Bridgerton, évidemment, et tu l'avais dit dans l'intro, c'est que ça a un casting divers. Donc, il y a beaucoup de personnages qui ne sont pas blancs, qui sont racisés. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est inédit dans l'univers des films en costume, enfin des séries en costume de cette époque ou des choses comme ça. Je parlerai de certaines exceptions. La série a pris pour parti de faire un casting colorblind, donc de ne pas se préoccuper de la couleur de peau des personnages. Et de ne pas l'intégrer à l'intrigue non plus. C'est ça, on en reparlera parce qu'en fait, ça va être... Il y a des moments où c'est intégré et du coup, moi, je pense qu'ils essaient un peu d'avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière sur ce sujet, parce qu'en même temps, ils disent pas grand-chose sur le sujet, mais ils l'abordent quand même par moments. Mais on reviendra là-dessus. Mais je voulais quand même le mentionner, parce qu'évidemment, quand on parle du casting, c'est quand même, et des personnages, c'est quand même un élément très important de aussi l'attrait et la nouveauté de Bridgerton. C'est vrai que moi je trouve ça chouette pour l'instant dans les épisodes que j'ai vus. Ouais. Je sais qu'il y avait eu des arguments sur le fait que historiquement, mais on s'en tape en fait, historiquement t'as jamais un duc qui va raconter à une meuf comment se masturber, tu vois, donc c'est pas du tout, on est déjà dans un monde qui est suspendu et qu'est-ce qu'on en a à faire enfin voilà. Et historiquement il y aurait beaucoup plus d'histoires d'amour entre les frères et les sœurs aussi, donc non, des cousins. Non, cousin germain oui, frères et sœurs non. On va passer à l'écriture et d'abord à l'intrigue. Qu'est-ce que tu as pensé de l'intrigue, Anaïs ? Il y a une intrigue. Il y en a même plusieurs. Alors, il y a une partie de l'intrigue que je trouve inintéressante. C'est vraiment les intrigues secondaires sur la chanteuse d'opéra et la meuf qui est enceinte. Là, vraiment, mais je m'en fous, mais complètement. Moi aussi, ouais. Après, l'intrigue principale amoureuse, je vois le côté plaisant de... on l'a déjà vu 48 000 fois. Et donc, on sait exactement où ça va aller. C'est juste que c'est fait de manière tellement peu intéressante et tellement lente que je trouve ça assez impressionnant, en fait. À chaque fois, je crois qu'elle va dire un truc positif et en fait, non. Non, mais je trouve que c'est fou de autant manquer de rythme, en fait, sur des épisodes de 1h10, d'avoir si peu de choses à dire. Enfin, vraiment, il y a eu un moment où... C'est 1 heure. Ouais, où je t'ai dit, ça, c'est vraiment... Ça aurait dû être l'intro et on en était à 50 minutes d'épisode, quoi. Non, sinon, c'est assez plaisant. Mais il se passe pas grand-chose. Et c'est vrai que c'était un petit peu un problème pendant les 3 premiers épisodes. T'as hâte de voir le numéro 2 ? Pas du tout. Non, mais ça me déçoit pas, hein, parce que j'ai aucun... Non, enfin, j'ai hâte que ça avance, qu'il se passe quelque chose, quoi. Quelque chose d'autre que elle a pas ses règles.
C'est une belle métaphore pour cette série. C'est genre le truc le plus scandaleux qui se passe, c'est quelque chose qui ne se passe pas. Vraiment, là, il y a de quoi remplir les 5 premières minutes d'un épisode. Mais ça fait 40 minutes. Je sais, c'est ça, c'est génial. Il s'est rien passé. Allez, niquez, là. J'en peux plus. Vous faites des trahisons, je sais pas, quelque chose. Je pense qu'ils ont eu une demande de Netflix de faire 8 épisodes d'1 heure, Oui. ou peut-être que c'est eux qui ont absolument voulu le faire. Mais en tout cas, il n'y a pas assez dans le roman initial, évidemment, pour faire 8 épisodes d'1 heure. 8 heures, Ouais. ça fait beaucoup quand même. C'est vraiment... déjà 3 heures, c'était intense. Et oui, au moins dans 50 Shades, ça nique. Bon, le problème aussi, c'est qu'on voit arriver certains rebondissements de très très loin. Tu l'as dit, moi je trouve qu'il y a un côté réconfortant. Mais c'est vrai que du coup, il n'y avait pas vraiment de surprise. We can pretend to form attachment. Ouh. C'est comme dans Prête-moi ta main avec Alain Chabat. Exact, j'adore ce film. Moi aussi. Devine ce qui va se passer. Je me demande vraiment. Là, je donne ma langue au chat, Marie. Je me laisse surprendre. Perso, pour moi, ça fait partie du charme. C'est comme les comédies romantiques. Après, j'aime bien, évidemment, que le genre soit un peu subverti. C'est encore mieux. Mais au bout d'un moment, en fait, t'as compris le contrat. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'arrives dans une série comme ça et quand t'aimes bien le genre, bah, du coup, tu te plonges dedans et t'es là, allez, on y va. Non, je suis d'accord. Le problème, c'est l'exécution. Mais sinon, sur le fait de reprendre des clichés qu'on connaît déjà et de dire, bon, vraiment, si je devais me mouiller, je pense qu'ils vont tomber amoureux, c'est effectivement très fun. Le principal mystère de ces 3 premiers épisodes, c'est... C'est ridicule. c'est que pour qu'il y ait un empêchement et une impossibilité dans leur relation, il faut qu'il y ait un empêchement et une impossibilité, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Eh bien, on nous dit que en fait, Simon, le duc, ne veut pas se marier. Et il y a un mystère autour de pourquoi est-ce qu'il ne veut pas du tout se marier. Enfin, vraiment, Pourquoi je sais il pas. veut pas se marier? Il veut pas se marier parce qu'il aime pas son père. Parce que son père était maltraitant avec lui quand il était enfant. Et donc, on a tout un épisode où on a des flashbacks tout le temps. T'as dit pendant le truc que t'aimais bien les flashbacks. Ouais, mais en même temps, en le revoyant hier, j'ai zappé tous les flashbacks. J'étais, oh non, c'est bon, là, l'histoire triste, là. Et donc, bref. Donc, sa mère est morte en couche. Et donc, il a été élevé, mais pas vraiment par son père qui le détestait. Et du coup, à l'âge adulte, sur le lit de mort de son père, il lui a dit je ne me marierai jamais. Comme ça, notre lignée s'éteindra avec moi. Parce qu'évidemment, si tu te maries, tu as des enfants, puisque la contraception n'existe pas. Et, oui, parce que c'est l'intérêt du mariage à l'époque aussi. C'est-à-dire que c'est pour créer une succession et voilà. Mais c'est vrai que ça va un peu loin. Enfin, je sais pas, il aurait pu avoir le papillomavirus sinon, tu vois. Ça, c'est un vrai empêchement. Pour se lancer dans une relation mais non, amoureuse. parce que là, justement, c'est un empêchement qui est psychologique et il doit dépasser son trauma et sa haine de son père pour pouvoir aimer Daphné. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Donc, il y a une intrigue secondaire sur une meuf qui est enceinte. Et en fait, elle attend que son mec revienne de la guerre pour l'épouser et tout ça. Et elle pense qu'il est toujours amoureux d'elle et tout. Et en fait, elle est hébergée par les Featherington. Et du coup, la mère crée un faux courrier pour lui faire croire que le mec l'a larguée et veut pas de son enfant, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que déjà, le reveal de la lettre, t'as trouvé ça waouh, et puis après t'étais bon, c'est bon, on a compris. C'était très marrant parce que ça souligne un peu les problèmes de la série au niveau de l'écriture aussi. Les hommes sont des connards. My situation. C'est horrible. Ah, j'avoue, là, c'est chaud. Ouais. Ah non, c'est faux, ils lui ont fait une fausse lettre. Oh non. Oh, la connasse. Oh, non mais c'est bon, on a compris, il n'y a pas besoin de nous faire un flashback là. Ils prennent vraiment les gens pour des neuneux, mais c'est une série pour les 8-12 ans ou quoi? C'est pas possible. C'est horrible, non mais vraiment, c'est vrai qu'en plus j'étais contente, je me disais waouh, il y a du plot twist, il y a du rebondissement, j'ai quand même mon petit cœur d'artichaut, j'espérais que ça allait bien se passer pour cette meuf avec son mari qui est parti à la guerre, enfin son copain qui est parti à la guerre. Du coup, j'étais triste pour elle quand elle reçoit cette lettre et on comprend parce qu'en plus, on voit la meuf, il y a un zoom sur la mère qui a écrit la lettre avec son regard un peu malveillant et ensuite elle dit voilà, on a fait du bon travail en envoyant cette fausse lettre. Donc OK. Et ensuite, t'as un flashback qui commence pour la montrer en train d'écrire la lettre. C'est bon, quoi.
Je suis d'accord. On a compris. Et c'est pour ça que ces épisodes durent 25 heures chacun. Oui, je pense qu'ils ont un peu étendu les choses, très clairement. Et puis l'autre problème que j'ai avec l'écriture, qui est aussi reflété là-dedans, c'est que j'ai l'impression qu'ils choisissent toujours la manière la plus plate et la plus longue en même temps de faire quelque chose, d'écrire quelque chose. Et c'est vraiment comme si, je sais pas, c'est la différence entre dans un scénario des personnages qui se disent je t'aime et des personnages qui se disent if you jump, I jump. Enfin, tu vois, c'est genre il y a plein de films qui ont essayé de trouver des nouvelles manières de parler d'amour, de parler d'attirance, de dire il pleut. Et non, dans Bridgerton, c'est il pleut. Elle est belle. Enfin, tu vois, c'est vraiment toutes les manières les plus fonctionnelles de développer une intrigue, je trouve. Oui, mais en même temps, tu dis deux choses parce que il pleut, c'est court. Hein. Oui, mais justement, c'est ça qui est encore plus remarquable, c'est qu'ils arrivent quand même à le faire durer hyper longtemps. Mais tu vois, la révélation sur on a fait une fausse lettre, ils auraient pu le faire de manière encore plus machiavélique et tu vois, rajouter soit un peu de camp, soit quelque chose de vraiment qui soit très savoureux dans l'écriture. Et ils trouvent un moyen de le faire à la fois beaucoup trop long et à la fois très très plat dans l'écriture. Il n'y a vraiment aucune étincelle. C'est intéressant parce que les livres de la chronique des Bridgerton font partie d'un sous-genre des romans à l'eau de rose qui s'appelle la Regency Romance, donc la romance de régence. Et ce qui est caractéristique de ces romans, normalement, c'est les dialogues qui sont très vifs. Après, très vif, ça reste des romans qui parfois jouent sur des clichés ou souvent jouent sur des clichés ou des choses comme ça. Mais c'est très malicieux en fait dans les conversations entre les personnages et c'est très rapide. Et c'est des dialogues qui sont assez acérés quoi, ou qui sont censés l'être dans cet univers. Mais c'est vrai que donc la chronique des Bridgerton, c'est un genre des romans à l'eau de rose et du coup, tu as des dialogues aussi qui peuvent être un peu cucu, ce que tu as relevé pendant l'épisode. Mais parce qu'il est torturé sur ses sentiments. C'est ridicule. Ouais, c'est vrai que c'est ridicule. Et là, elle est en train de rêver. Oh, quelle surprise. C'est tellement débile. Ouais. C'est très capillotracté. Mais t'as pas lu assez de romans à l'eau de rose en fait, c'est pour ça. Parce qu'il y a toujours ça, c'est genre un duc et une pauvresse, et la pauvresse, elle... Non mais après, ça dans les faits, ça me dérange pas, c'est plus que genre, c'est l'écriture, c'est genre, pour passer d'un plot A à un plot B, il faut qu'il y ait des transitions, et là c'est vraiment genre, bim, en fait, on se détestait il y a 5 minutes, en fait maintenant on fait ça, l'autre, elle lui a filé un coup de poing, et c'est bon, ça a tout changé. Ah bah ça a pas tout changé, tu vois. C'est vraiment très cliché, quoi. Ah bah oui, non mais Anaïs, c'est un bingo des clichés, t'as rien vu encore. C'est... Faut pas prendre ça au sérieux du tout, hein. Ouais, mais pour l'instant, je crois pas que ce soit des clichés de manière amusante, quoi. C'est juste des clichés, quoi. Et j'ai vu 2 adaptations de Jane Austen, donc je peux te dire que... T'es une experte. Ouais. Enfin, c'est vraiment très mal écrit par rapport à... Enfin, ça chante pas du tout, quoi. Je voulais en profiter pour parler un peu justement du parallèle qui a été fait beaucoup entre la chronique des Bridgerton et Jane Austen. Parce que c'est vrai qu'il y a des points communs qui sont très clairs. C'est-à-dire que d'abord, Bridgerton se situe pendant la période de la Régence anglaise, qui désigne une période entre 1811 et 1820, lorsque le fils du roi George III a eu la régence parce que son père avait une maladie mentale. Donc c'est quelque chose qu'on voit dans Queen Charlotte, la série qui est dérivée en fait de la chronique des Bridgerton. Plus largement, dans la période de la Régence anglaise, on peut inclure toutes les années qui vont de 1795 à 1837, c'est-à-dire c'est la fin du règne de George III, le règne de George IV et le règne de William IV, jusqu'en fait à l'accession au trône de la reine Victoria, où là on rentre dans une autre ère. Et c'est une période qui, au niveau artistique, est très très fortement identifiée à Jane Austen, parce qu'elle a écrit tous ses romans pendant la période de la Régence, et que donc ça a une énorme influence pour une période aussi courte historiquement. C'est une période qui est très connue et qui a eu énormément d'influence dans l'imaginaire collectif, dans la culture et dans les représentations de l'Angleterre au XIXe siècle. Et c'est vrai qu'en fait, les livres de Julia Quinn reprennent donc ce cadre, et ils reprennent aussi des codes du genre, comme le fait d'avoir de multiples personnages avec des intrigues secondaires. Ça reprend aussi des types de personnages qui sont venus un peu des prototypes. Tu parlais de Darcy tout à l'heure, il y a aussi Wickham ou des personnages comme ça. Ça reprend aussi l'intrigue autour d'un mariage et le fait que ça se termine toujours bien par l'héroïne qui est mariée, quoi.
Tous ces codes, c'est des codes qui ont été repris et exploités dans un sous-genre de roman à l'eau de rose qui se situe dans la Régence anglaise. Et il y a 2 sous-genres dedans, c'est les Traditional Regency Romance et les Regency Historical Romance. Donc il y en a un qui est plus traditionnel que l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la vraie fondatrice de genre, c'est pas du tout Jane Austen. Jane Austen, qui bien sûr avait des histoires romantiques et qui a influencé toutes les histoires romantiques jusqu'à aujourd'hui, mais qui étaient vraiment des romans de mœurs et qui étaient des romans brillamment écrits. Mais en fait, la véritable fondatrice de ce mouvement, c'est une femme qui s'appelle Georgette Heyer, qui était une autrice anglaise de la première moitié du XXe siècle. Elle a écrit beaucoup de thrillers aussi, en s'inspirant un peu d'Agatha Christie, mais aussi énormément de romans à l'eau de rose, où elle utilisait un peu une formule à chaque fois, elle avait trouvé, donc elle en écrivait beaucoup. Au passage aussi, c'était une énorme antisémite. Dans certains de ses livres à l'eau de rose, elle a casé des personnages juifs et elle les décrit de façon très, très antisémite. Mais passons. Mais ces héroïnes, elles s'appellent Arabella, Frederica, Vénitia. Ces romans ont des titres du genre Arabella et le libertin, Passion au manoir, L'ingénue effrontée ou La veuve récalcitrante. Donc on voit un peu le genre, mais les romans de la Régence sont censés, donc, ce que je disais tout à l'heure, être plus spirituels, plus vifs, avec des dialogues plus malins que la moyenne des romans à l'eau de rose en général. Et Georgette Heyer, elle était très connue aussi pour faire énormément de recherches sur l'époque et être très précise dans certaines mentions et dans certaines descriptions. Du coup, moi, je trouve ça un petit peu laborieux à lire parfois. J'ai essayé de lire pour cet épisode et je n'ai pas trouvé ça très bien écrit, mais bon. Mais c'est vraiment elle qui a fondé ce genre. Et un truc intéressant sur elle, c'est qu'elle avait carrément créé des types de personnages masculins qui s'appelaient Mark I et Mark II. Mark I, il est inspiré de Rochester. Donc, c'est un goujat, malpoli et autoritaire. Et Mark II, il est raffiné, il est sophistiqué, il est très bien habillé. Et donc, en fait, c'est les 2 prototypes de personnages masculins qu'on va retrouver dans son œuvre. Et c'est quelque chose qu'on retrouve après dans tous les romans à l'eau de rose qui sont inspirés de Georgette Heyer. Et pareil, chez les femmes, ces héroïnes sont divisées en 2 catégories. Celles qui sont grandes, belles et effrontées, et celles qui sont timides et délicates. Et donc, souvent, ça va être une histoire d'amour entre Mark I et l'héroïne du type 1 aussi et tout. Et donc, Julia Quinn, elle s'inscrit vraiment plus là-dedans que dans la tradition de Jane Austen, même si, évidemment, tout ça vient de Jane Austen et de l'amour qu'ont pu avoir ces autrices pour Jane Austen et pour son univers. Mais quand on lit un livre de Georgette Heyer ou quand on lit un livre de Julia Quinn, même si on voit certaines influences, ça n'a absolument rien à voir avec Jane Austen. Et c'est pour ça que moi, quand Bridgerton était sorti et que tout le monde, plein de journalistes, surtout des journalistes masculins qui ne connaissaient pas du tout ce genre, se sont enflammés en disant que c'était une série à la Jane Austen, j'avais envie de m'étouffer, quoi, parce que c'est vraiment pas, c'est pas parce que ça se situe dans la Régence anglaise que c'est une série à la Jane Austen. Moi, j'ai lu 2 romans Bridgerton, j'ai lu le numéro 2 par plaisir pendant un congé maladie, ça m'a fait beaucoup de bien. J'en ai lu un sur Francesca, l'une des sœurs, je l'ai lu là pour préparer ce podcast. Et franchement, c'est fun, quoi. C'est pas très bien écrit, mais c'est fun. Et donc, je comprends l'attrait des romans comme ça, quoi. Et justement, l'attrait de ces romans, c'est souvent les scènes de sexe. Ça, c'était quelque chose qu'il n'y avait pas chez Georgette Heyer, parce qu'elle était dans le traditional Regency, donc on prenait pas de liberté avec ce genre de choses et on n'allait pas décrire le sexe. Mais Julia Quinn, elle est plus dans le historical, donc elle situe son action historiquement dans la Régence, mais elle en a un peu rien à faire des conventions. Sauf quand ça l'arrange, c'est-à-dire que si quelqu'un est surpris en train de faire quelque chose, ils vont se marier ou des choses comme ça, mais sinon, il y a beaucoup plus de sexe que dans notre livre. C'est ce qui est censé faire l'attrait de la chronique des Bridgerton. Pour l'instant, est-ce que tu trouves que la série est sexy ? Non. On sent que la série veut être, je vais pas dire subversive, mais veut être osée avec sa description du sexe, où très très tôt, dans une des scènes d'introduction, quand on découvre Anthony, il est en train de coucher avec sa copine et en plein milieu de la nature avec son valet qui l'attend juste à côté. C'est représenté de manière assez crue, donc on sent qu'ils ont envie de montrer qu'ils sont modernes et que voilà, justement, il n'y a pas le côté poussiéreux qu'on peut trouver dans ce genre parfois. Mais au-delà de ça, non, c'est pas particulièrement sexy, mais il y a 2-3 scènes. Enfin, ça fait quand même partie des trucs qui me captent le plus, c'est les scènes de rapprochement, on va dire plutôt, vaguement sensuelles entre Daphné et Simon, où si ça continue sur cette lignée, ça peut être bien, quoi. On va entendre des réactions d'enthousiasme. Il y en a eu 2 sur 3 épisodes, donc clairement, j'ai Sur pas eu à 3 faire le heures. tri. Allez! Le premier, c'était leur rencontre initiale, et le deuxième, je sais pas sur quoi c'est, en fait. Ouais, j'avoue que moi non plus.
Bon, c'est vrai que parfois, tu as eu un peu de mal à comprendre d'où venait l'effet qu'ils pouvaient avoir. C'est-à-dire que la série nous fait comprendre très clairement qu'ils sont troublés l'un par l'autre. Ouais. Mais parfois, c'est un peu compliqué de comprendre pourquoi ils sont troublés l'un par l'autre. Et c'est vrai que tu as eu des moments d'incrédulité par rapport à ça. Et d'où il est troublé, il n'y a rien qui justifie le fait qu'il soit troublé. Il ne l'aimait pas il y a 2 jours. N'importe quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Comment ça, c'est pas comme ça que ça marche? Ça marche comment, là? Bah, pas comme ça. C'est pas, t'es en train de parler d'une peinture et d'un coup tu fais... Bon, pourquoi pas? Non. Oui, puisque là, c'est une scène où ils sont tous les deux dans une pièce isolée du reste de la soirée, en train de regarder une peinture. Et c'est vrai qu'elle dit quelque chose, on sent que ça le touche, parce qu'elle décrit le tableau qu'ils sont en train de regarder, que c'était le tableau préféré de sa mère à lui. Et donc, on sent qu'il aime bien son esprit, en fait, ou ce qu'elle est en train de raconter. Et pendant qu'ils sont en train de parler de ça et de fixer le tableau, donc ils sont tous les deux côte à côte, mais pas très près quand même. Il y a des plans de coupe sur leurs mains qui sont en train de se rapprocher très lentement, mais de manière pas du tout naturelle en fait. Enfin, évidemment, ça arrive quand quelqu'un prend la main de quelqu'un d'autre au début d'une relation et c'est trop chou. Mais là, la manière dont c'est fait, c'est tellement artificiel. Oui, c'est sûr que c'est pas comme si sa main effleurait la sienne par accident et qu'après ils étaient troublés et que... Ou qu'il lui prenait la main parce qu'il a un peu ce réflexe-là en étant touché par ce qu'elle est en train de dire et que tout de suite il a envie d'avoir une affection pour elle. Oui, mais alors ensuite, là, ce que dit la série, c'est qu'ils ont tous les deux cet instinct au même moment. Ça, c'est aussi dans tous les romans à l'eau de rose. Par exemple, ils jouissent ensemble. Ah oui, bah ouais. Voilà. Donc, c'est la même chose pour les mains. Ils sont connectés, tu vois. Oui, mais je pense que ce qui m'a dérangée, c'est vraiment plus une question de placement. Et ça, c'est un truc qui est très étudié dans toutes les œuvres qu'on voit à l'écran. C'est à combien de centimètres les acteurs sont placés l'un de l'autre, comment leurs mouvements évoluent, etc. Et là, en fait, leurs mains sont tellement loin que ça paraît pas naturel qu'elles se rapprochent comme ça, seconde par seconde. Parce que c'est comme s'ils étaient à 1 mètre l'un de l'autre et que, tu vois, ils tendaient le bras. Alors que s'ils étaient effectivement déjà un petit peu plus proches physiquement, comme tu dis, il pourrait y avoir un effleurement plus organique. Mais j'avoue, là, la première fois que j'avais vu la série, moi, j'avais bien aimé. Et il y a un autre moment que j'avais bien aimé et t'as tout de suite eu une réaction, mais de telle moquerie et dégoût. Alors que moi, franchement, cette scène, je crois même que j'en avais parlé dans mon article de Slate parce que c'était un des moments où j'étais là, ouh. C'est une scène où elle bouffe du yaourt de manière sexy. C'est lui où il bouffe du yaourt et il lèche sa cuillère et j'étais là, oh. Et ça t'a fait beaucoup rire. Non, mais non. Mais non. Pourquoi non? C'est en train de fantasmer parce qu'il est en train de lécher son yaourt, quoi. Une glace, Anaïs. Whatever. Une glace, c'est quand même plus sexy que du yaourt. Oui, mais c'est vrai que c'est pas un truc que je considère comme particulièrement sexy. Non, mais elle est pas en train de fantasmer sur le fait qu'il bouffe de la glace. Elle est en train de fantasmer sur sa langue parce qu'il est en train de lécher la cuillère. Oui, c'est ça. Mais du coup, moi, j'imagine juste un peu la bave, tu vois, qui est en train de... Je sais pas, c'est... Encore une fois, c'est genre sur le papier, c'est des très bonnes idées, comme les mains qui se rapprochent et c'est des clichés, etc. Mais dans l'exécution, je trouve que c'est fait d'une manière qui paraît totalement... Enfin, c'est comme si des aliens essayaient de reproduire un truc romantique, tu vois. Où ils ont compris les codes, mais ils savent pas comment ça marche. Donc, du coup, il faut lécher la cuillère. Tu vois, il y a un truc un peu bizarre, quoi. Un peu déconnecté. Ça manque de spontanéité, d'humain, de chaleur. Il y a une scène qui... Je sais pas si elle t'a convaincue, j'ai pas envie non plus de dire ça, mais il y a une scène elle est pas mal. Ouais, voilà, il y a une scène qui t'a un peu plus plu, alors que moi ça m'avait un peu énervé à l'époque. Simon lui explique, lui enseigne l'art de se masturber et lui explique qu'il faut qu'elle commence à se toucher entre les jambes, quoi. Oui, parce qu'elle sait pas que la masturbation existe. Normalement, lui-même ne sait pas que la masturbation existe pour les femmes à cette époque. Oui, c'est vrai. Il y en a encore aujourd'hui, ils savent pas. Donc non, moi, enfin, je peux comprendre pourquoi le côté un peu mansplaining de la masturbation féminine peut être agaçant, mais j'avoue qu'au moins c'est une des scènes les plus sensuelles des 3 épisodes que j'ai vus pour l'instant, et que c'est une scène aussi où je trouve que la mise en scène est pas mal. Il y a des plans assez rapprochés, on comprend qu'ils ont un petit peu, ils se tendent tous les deux. Donc, je trouve que ça fonctionne assez bien sur le côté montée de la tension sensuelle et sexuelle. Donc, ouais, moi, je trouve que ça... Oui, moi, c'est même pas par rapport au mansplaining, c'est plus par rapport au côté anachronique, mais en même temps, tout est anachronique dans cette série, donc je devrais pas m'attacher à ça, mais en même temps, enfin, je comprends l'attractivité de cette scène. When you're alone, you can touch yourself. Anywhere on your body, anywhere that gives you pleasure, but especially between your legs.
And when you find a feeling you particularly enjoy, you can carry on with that until the feeling grows, and eventually you reach the pinnacle, a release. Ça, c'est cool. And that should help you. Et là, il est en train de bander, donc il va partir très vite. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs pour ton sacrifice. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate Audio ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira les épisodes 4 et 5 de la première saison de Bridgerton. N'hésitez pas à regarder la série en même temps que nous, elle est disponible sur Netflix, et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi écouter notre autre podcast PIC TV où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut! Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Musique Victor Benamou. Anaïs, tu t'ennuyais tellement pendant ces 3 épisodes que tu parlais beaucoup. Du coup, il y a eu beaucoup de réactions. Mais je me suis dit que ça valait une petite compilation entre l'homo-érotisme que tu as pu déceler, ton ennui profond. C'était très fun de regarder ça avec toi. Je pense que ça n'a pas été très fun de le regarder pour toi, mais c'était très fun de le regarder avec toi. C'est hyper homo-érotique, on est d'accord. Musique enivrante. Si vous le dites. Kikounou. Qui veut me pécho ce soir? Elle compose mieux maintenant qu'elle a orgasmé. Oui, c'est ça. I hope you've finally given it a name. Come. Je veux ta bite.mp3. Quoi? Pourquoi tu Je sens ton impatience. T'en as marre. Oui. T'en as tellement marre. I have prepared a quick wallet, don't break.